ces conflits et de cette animosité. Oui, ça a été rappelé par le géopolitologue, c'est-à-dire que de toute façon, vis-à-vis de l'Iran depuis 1979, et ça s'est accéléré avec l'élection du président Ahmadinejad en 2005, ne cesse de faire des déclarations à l'emporte-pièce en expliquant qu'ils vont détruire et rayer Israël de la carte. Donc on a un danger qui est réel et imminent pour Israël, quelle que soit la situation géopolitique à Gaza ou au nord du Liban. La question qui est vraiment posée pour Israël et pour le monde occidental, c'est qu'aujourd'hui se joue la question du choc de civilisation. Or, on aurait pu penser au début des années 2000 que c'était les États-Unis qui avaient justement été à l'initiative de cette thèse de Samuel Huntington et qui avaient fait cette politique des faucons américains conservatrices, néoconservatrices, d'aller dans les pays du Golfe pour pouvoir régler les problèmes, pour pouvoir imposer la démocratie en Afghanistan, en Irak, etc. En Libye notamment également. Sauf qu'aujourd'hui, le choc des civilisations, ce n'est pas l'Occident qui le fait contre les pays arabo-musulmans, ce sont les puissances islamistes, que ce soit les puissances islamistes non étatiques, Daesh, Al-Qaïda, etc., qui jouent la carte du choc de civilisation, qui veulent abattre notre modèle, abattre notre système de valeurs, le système de valeurs occidental et la liberté. Et il y a d'une part les non étatiques et puis il y a les étatiques que sont aujourd'hui l'Iran, dans un premier temps, qui veut abattre Israël parce que Israël représente ce qu'est l'Occident dans le Moyen-Orient. Mais également aussi une autre puissance islamiste qui monte de plus en plus, c'est la question de la Turquie, qui joue un rôle très très trouble sur l'ensemble de ces sujets-là. Et ensuite, le problème que l'on a, c'est que sur les acteurs non étatiques, c'était plus facile pour les Occidentaux d'intervenir au Levant, en Irak, contre Daesh, pour pouvoir, avec les frappes aériennes, notamment en Irak, ou en Syrie, ça a été le cas, mais contre des puissances étatiques comme l'Iran, voire la Turquie, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'Iran a des soutiens que sont la Russie et la Chine, des soutiens économiques et militaires, et la Turquie est dans l'OTAN, donc c'est encore plus compliqué. Oui, absolument. Direct géopolitologue dans quelques instants pour évoquer cette situation entre Israël et l'Iran. Je retiens notamment, Mathieu Hoch, ce que vient de dire notre correspondante à Tel Aviv. Peut-être qu'il n'y aurait pas de riposte israélienne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous n'auriez pas le sentiment qu'Israël se mettrait dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'Iran s'il n'y avait pas de réponse, quelle qu'elle soit? Je pense que tactiquement, effectivement, Israël n'a pas forcément peut gagner cette guerre de la manière, mais d'une seule façon, c'est d'être dans une position qui soit défensive plutôt. Les objectifs de l'Iran aujourd'hui sur cette attaque-là n'ont pas été tout à fait atteints, puisque 99% de leurs drones ont été interceptés principalement par les alliés de l'État hébreu. Mais donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, Israël est plutôt... Il y a très peu d'acteurs qui veulent que Israël continue et aille beaucoup plus loin dans la réponse à l'Iran. Dans un premier temps, il y a les Israéliens eux-mêmes qui veulent passer à autre chose, qui veulent vivre de manière libre et de manière libre. Et puis aussi, ce sont des gens qui sont attachés davantage à la libération des otages. C'est vraiment ça qui est le plus important dans la société israélienne. Et puis dans un deuxième temps, les puissances occidentales n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une régionalisation du conflit, puisque ça diviserait l'attention du camp occidental, notamment des États-Unis, qui sont en plus en campagne présidentielle. Ça diviserait leur attention entre le conflit ukrainien, la zone Indo-Pacifique et le Moyen-Orient. Et puis, troisième élément, c'est que les alliés, on va dire, les nouveaux alliés d'Israël, qui étaient les puissances sunnites, n'ont pas non plus intérêt à une régionalisation du conflit, puisque les pays du Golfe et donc la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis n'ont pas intérêt à cela, puisque une réponse trop forte d'Israël pourrait justement réactiver l'opinion publique de ces pays-là en défaveur d'Israël, et donc de fait provoquer un réflexe et une inflexion du bloc sunnite par rapport au bloc chiite qui est anti-israélien, lui, très profondément. Il y a beaucoup d'éléments politiques habitués, peut-on s'y habituer, mais semble être habitué au fait qu'il y ait des roquettes ou des torpilles qui passent au-dessus de sa tête. Bien sûr, Israël est dans un état de guerre qui est permanent depuis sa création en 1948. Le problème, ce qui est intéressant pour Israël, c'est que Israël dépense 1% des dépenses militaires du monde entier, alors que la population israélienne ne représente que 0,1%, même pas de la population du monde entier. Donc c'est-à-dire que Israël dépense beaucoup plus que les autres pays sur le plan militaire, ce qui est un très bon point pour pouvoir se défendre. Et c'est pour cela que je disais lors de ma première intervention que si Israël adopte une position qui est défensive, ils seront quasiment certains de gagner à chaque fois. Par contre,
là, le rapport de force sur une posture plutôt offensive vis-à-vis de l'Iran, dans le cadre d'une intervention, est beaucoup plus compliqué parce que l'Iran, malgré tout, reste avec 40 millions de personnes mobilisables lorsque Israël n'en a que 3 millions. Donc, pour pouvoir mener une attaque offensive contre l'État d'Iran, c'est très compliqué. Par contre, pour se défendre, effectivement, vis-à-vis de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, etc., Israël a largement les moyens de le faire et est très performant dessus. Même si, juste précision, comme il n'y a pas de frontière entre Israël et l'Iran, ce sera forcément une guerre par aviation. Donc la capacité si vous voulez, du nombre d'hommes qu'on peut mobiliser ne compte pas véritablement. Mais l'Iran dispose de plus d'avions. L'Iran dispose de plus d'avions qu'un pays comme la France, par exemple, ou qu'un pays comme l'Allemagne. Mais du coup, c'est l'aviation. En tout cas, c'est bientôt la fin de l'émission. Ça nous a ouvert l'appétit. Je reviens à un sujet un petit peu plus sérieux, en effet. Ce que dit Eric est très juste, c'est-à-dire que ces tensions et ces tirs d'hier, avec des missiles plus importants que les roquettes qui bastonnent Israël depuis des années et des années, c'est peut-être une occasion de crever l'abcès et d'avoir un règlement global définitif plus rapide. Oui, tout à fait. Déjà, je pense que ça enseigne à l'Occident deux choses qui sont fondamentales. Israël donne des enseignements à l'Occident sur deux choses. Le premier point, c'est que Israël, en 73, il faut se rappeler qu'avec la guerre du Kippour, il y avait eu un vrai traumatisme, c'est-à-dire que les pays arabes étaient rentrés sur le territoire israélien, et alors que les Israéliens pensaient que leur territoire était devenu inviolable, de par leur protection, leur stratégie défensive. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Israël a gagné cette guerre-là, et à la suite de la victoire militaire contre les pays arabes lors de la guerre du Kippour, ils ont remplacé les responsables politiques, notamment Golda Meir, qui avaient fait preuve d'erreur stratégique et d'erreur politique. Donc c'est déjà le premier point, c'est-à-dire que lorsque des dirigeants israéliens se trompent, l'État hébreu est en capacité, en tout cas la population, l'opinion publique est en capacité de remplacer ces dirigeants-là. Nous, en Europe, on fait évidemment l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trompent et on va toujours chercher, avec la culture d'irresponsabilité, on va toujours chercher une personne de l'administration qui va prendre pour le politique. Le deuxième enseignement, je pense, c'est aussi sur la question de l'état d'esprit de la population, c'est-à-dire que la population a réussi à vaincre finalement la peur qu'instigue ce qu'appelle François Fillon le totalitarisme islamique dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire faire peur à la population européenne, à la population occidentale, à la population américaine, pour pouvoir provoquer des changements de comportement dans notre société, pour que l'on s'habitue à vivre avec le terrorisme, alors que là, Israël s'est habitué de fait à vivre avec le terrorisme, mais les comportements de vie n'ont pas nécessairement évolué, c'est toujours le même style de vie, un art de vie à l'occidental qui prévaut dans ce pays-là. Ouais. Israël peut-il